Donne la parole. Bonjour, bienvenue sur Art Top TV pour mon émission Le Monde de Julie. Aujourd'hui, j'accueille Sylvain, Gabriel et Ruben qui vont répondre à mes questions et se décrire pour les spectateurs. Alors Sylvain, Ouais, moi c'est Sylvain, c'est le prénom, mais sinon mon nom d'artiste c'est Monsieur Mbarga. Je suis là bienvenue. pour parler de mon prochain son qui sort dans quelques jours, le 27, Ayanai. Si je me souviens bien, tu étais venu la semaine dernière, mais tu n'avais pas pu rester parce que voilà, on avait pris trop de temps. Aujourd'hui, tu es donc revenu. Quel genre de musique, quel style de musique tu fais? C'est du rap, Du rap, ouais. ouais, c'est du rap en fait, mais avec des sonorités africaines qui euh, qui vont dans ma direction artistique en fait. D'accord. Tu as déjà fait des scènes, des showcases, réalisé des clips, des freestyle? J'ai réalisé beaucoup de clips déjà, beaucoup de freestyle. J'ai fait des festivals en Belgique, au Canada. Et je continue toujours à postuler pour des festivals, quoi. Ça fait longtemps que tu rappes, ouais. Depuis 98. C'est vrai que voilà, depuis 98, mais la lumière n'est pas encore sur nous. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Oh, on le souhaite, hein, on le Ouais, souhaite. Est-ce que en dehors de la musique, ouais. tu as des projets, Sylvain? Ouais, j'ai beaucoup de projets. Je peux pas rester focalisé rien que sur la musique. J'ai un côté professionnel aussi, en fait, que je vais éviter de parler. Mais sinon, j'ai beaucoup de projets. Mais là, franchement, c'est beaucoup plus musique parce que je pense qu'il y a eu comme une petite pause dans mes activités et je reviens doucement, doucement et j'essaie un peu de m'allier avec des gens qui comprennent ma vision. Donc, Lévi l'a bien compris et je pense qu'on va travailler ensemble, on aura des bonnes collaborations pour pouvoir atteindre le sommet ou pour pouvoir atteindre là où j'ai envie de partir en fait. Donc, c'est un peu ça. Ruben, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de te voir depuis le temps que tu dois venir, mais que tu pouvais pas, tous ces imprévus, toutes ces horaires. Le plaisir partagé aussi. Alors, toi aussi, tu es dans la musique. Je suis dans la musique, mais pas en tant qu'artiste. Moi, je suis dans le domaine de la photographie et musique en tant que manager dans le domaine de la photographie, plutôt directeur artistique, je dirais plutôt. Et dans la musique, je suis manager de deux artistes. D'accord. Donc moi, je suis venu pour vraiment parler de mon rôle, de ce que je fais, de ce que je touche. Puis voilà. Et tu peux nous dire leur nom à ces deux artistes? Alors, j'en ai un qui s'appelle Crosser et j'en ai un autre qui s'appelle Nabs. Voilà, là, nous sommes en train de préparer de grandes choses et d'ici quelques temps, vous allez entendre parler d'eux. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir manager? Bon, moi, bon, dans le domaine de la musique, c'est plutôt mon artiste Crosser qui m'a fait comprendre que j'ai les épaules pour pouvoir être manager. Donc dans ce sens-là, je me suis dit pourquoi pas. Moi, de base, comme cet artiste pour moi, ça reste aussi la famille. Donc nous, que ça soit musical, photographie, moi, pour moi, on bosse entre familles. Donc c'est ça qui fait la force, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui qu'on fait de grandes choses. Et avec le temps, je me suis habitué et c'est vraiment une fonction que j'aime énormément, même si ça demande beaucoup d'investissement, en sachant que je gère la photographie et la musique. Et bien évidemment, je ne suis pas seul. J'ai une équipe dans le domaine de la photographie comme dans la musique. Et ça se passe, on s'en sort bien. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps que tu fais de la photo? Alors, moi, je suis dedans depuis 6 ans. À la base, j'avais commencé en tant que modèle pour un ancien photographe. Mais bon, je tiens quand même à le remercier parce que c'est lui, même si aujourd'hui on est plus ensemble, c'est lui qui m'a fait découvrir un peu le monde de la photographie. Et par la suite, ça m'a donné envie de encore plus me développer, faire un grand projet, construire mon équipe, tout ce qui va avec. Oui, ça fait 6 ans, mais je dirais plutôt c'est vraiment depuis cette année que j'ai vraiment décidé de faire les choses en grand. Avec mon équipe, bien sûr. D'accord. On revient à toi juste après. Pas de souci. Gabriel, Oui, qui est venu aujourd'hui et qui a, je pense, sans doute participé à la soirée franco-haïtienne de l'amitié. oui, Oui, tu étais, oui. oui. Bon, moi je suis Stevens Gregor Gabriel. Je viens d'Haïti. Je vis aussi en Haïti, mais je suis toujours de voyage, de passage en Europe et particulièrement en France, où on a lancé récemment
l'association de l'amitié franco-haïtienne. Donc, je suis le président de cette association et samedi dernier, qui était le samedi 18 octobre 2025, on a organisé une soirée de lancement de cette association où Alibi Montana était un artiste invité avec toute sa troupe et on a fait quelque chose de vraiment extraordinaire. D'accord. Et j'ai pu voir aussi que tu étais dans la scientologie. Oui. C'est quelque chose qui te plaît, la scientologie, ouais. Oui, la scientologie me plaît. Je l'ai découvert il y a quelques années, mais j'ai vraiment commencé à étudier la scientologie en début d'année. Et là, j'ai découvert vraiment un espace où on vous présente vraiment des outils où on peut vraiment s'améliorer soi-même et améliorer son entourage, sa relation avec les autres et où on peut apprendre des technologies, on peut vraiment développer son esprit et faire vraiment des choses extraordinaires. La scientologie, pour les spectateurs qui nous regardent, en soi, qu'est-ce que Euh, c'est? la scientologie, bon, déjà, sur le plan étymologique, ça vient de deux concepts. Ça vient de scio, qui veut dire connaissance avec S dans toute sa plénitude, et aussi de logos, qui veut dire l'étude de. Donc, si on définit la scientologie dans son sens premier, cela veut dire l'étude de la connaissance. Donc, un scientologue, c'est quelqu'un qui étudie en continuité. C'est quelqu'un qui étudie tous les domaines de la vie, parce que l'homme, c'est un tout. Donc, l'homme est constitué de tout, et pour que l'homme puisse mieux se situer dans cet univers physique, donc qui est faite de matière, d'énergie, d'espace et de temps. Donc il y a tout un ensemble de données qu'il doit savoir. Et en scientologie, bien qu'on dit c'est l'église de scientologie, et quand on dit l'église de scientologie, c'est la religion dans le sens profond du terme, qui veut dire relier, religare, qui vient du latin, donc qui veut dire relier. Donc c'est une assemblée de personnes qui partagent des valeurs en commun, qui partagent des intérêts en commun, qui partagent toute une philosophie en commun. Donc, on se réunit pour apprendre mieux la vie, l'homme en tant que dynamique, qui est un concept de scientologie, pour apprendre comment se comporter avec sa famille, qui est une deuxième dynamique qui influence l'homme, et apprendre comment se comporter en société avec son groupe, c'est une troisième dynamique, et savoir comment se comporter avec l'humanité en général. Et il y a beaucoup d'autres dynamiques que je pourrais développer, mais je reste sur ces quatre-là, qui sont tout ce qui a rapport avec les relations humaines. Donc, un scientologue, c'est quelqu'un qui s'améliore chaque jour et qui continue d'améliorer ses rapports avec les autres et qui incite aussi les autres à se développer et à s'améliorer. Si je peux me permettre, Grégoire, Gabriel, de Oui, poser oui. cette Donc, question. tout le monde m'appelle Gabriel, ça va comme ça? Gabriel? Oui, Ouais, moi oui. j'ai choisi Gabriel, c'est le Oui. prénom d'un ange, donc. Oui, bien sûr. Alors, Gabriel, en soi, si on a bien écouté, si on t'a bien compris, la scientologie, c'est une science, un culte, une religion. Oui, on peut le dire comme ça, c'est tout en même temps, c'est à la fois une religion parce que on a une, on a un espace où on se réunit régulièrement avec tout un ensemble d'activités bien précises, avec un code de conduite, un mode de vie qui est propre à un scientologue quand même. Et c'est aussi une science parce qu'il y a la dianétique qui est le côté le plus scientifique. Donc, quand on dit dianétique, c'est le précurseur de la scientologie. Ça vient aussi de concepts, ça vient de dia, et puis qui veut dire à travers, et ça vient de nous, qui veut dire âme. Donc la dianétique, de son point de vue, étudie ce que l'esprit fait au corps. Donc il y a le best-seller du fondateur qui est L. Ron Hubbard, qui était sorti et qui parle de la puissance de la pensée sur le corps. Donc en soi, donc un scientologue, il sait avant tout qu'il est un titan. Donc un titan, c'est le concept qui veut dire esprit. Donc c'est un titan qui dirige un corps. Donc, on utilise son corps pour être en communication avec l'univers physique et et créer des mouvements, créer de l'énergie, créer de l'espace. Donc, ça, c'est un postulat de scientologue. Et on peut dire qu'on est à la fois des scientifiques parce qu'on étudie la chose de manière scientifique, on étudie les sujets de l'homme, de l'univers, de toutes les formes physiques qui existent de manière scientifique. Et en même temps, on est des religieux qui s'assoient beaucoup sur le développement spirituel de l'homme. Une question, on a pu lire à plusieurs reprises sur Internet ou dans les journaux, que ce soit les spectateurs ou autres,
que pour certaines personnes, la scientologie, c'était une secte. Alors, qu'en penses-tu? Bon, la première chose, je sais que c'est illégal de dire ça. Je sais que c'est illégal de dire que la scientologie c'est une secte parce que la scientologie a déjà rempli tous les critères d'être une religion. Et la scientologie aussi, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement la France. C'est une institution mondiale, planétaire, internationale, établie dans environ 184 pays. La scientologie, c'est une structure qui a aussi plusieurs autres embranchements. Donc, je suis pas le mieux outillé pour parler de la scientologie dans toute sa plénitude, mais moi, d'après ce que j'ai vécu, d'après ce que je vois que la scientologie dépasse largement ce qu'on pourrait appeler de comme un secte, qui est plutôt un concept plutôt péjoratif. Et ça, on l'attribue aussi à ce qu'on appelle la propagande noire. Donc, c'est une manière que des gens qu'on appelle des personnalités suppressives, qu'elles utilisent pour empêcher d'autres personnes de s'approcher de la scientologie comme espace de développement. Et quand je parle de personnalités suppressives, donc on les appelle des personnes antisociales. Donc une personne antisociale, c'est quelqu'un qui aime voir les autres personnes tristes, qui aime voir lorsque les autres personnes sont opprimées. Or, la scientologie vous offre la liberté. Parce que autant qu'une personne augmente sa connaissance de lui-même, augmente sa connaissance des autres, augmente sa connaissance de l'univers, donc cette personne-là augmente son espace. Cette personne-là s'offre des libertés. Et il y a certaines personnes vraiment qui font beaucoup de propagande noire. Et moi, ce que je dis aux autres, il faut pas juger une chose sur ce que vous entendez de cette chose. Oui, logique, Il oui. faut juger de par soi-même parce que on va toujours dire il y a donc ce sont des généralités, mais il faut vraiment, est-ce qu'on a vraiment lu un livre de scientologie, par exemple? Quelqu'un qui vous dit que la scientologie est un secte, il faut lui demander, as-tu déjà une église de scientologie? As-tu déjà lu un livre de scientologie? As-tu déjà fréquenté un scientologue pour le définir? Mais non, donc moi j'encourage aux gens, c'est d'aller vers la chose et de vous faire un jugement personnel et Ouais, non logique. d'après les on-dit. Mais je crois qu'il y a bon, j'ai jamais été, une église de scientologie pas très loin de Paris, je crois. Oui, il y en a, il y a le siège ici en France qui est à Saint-Denis, c'est au 270 rue du président Wilson, Saint-Denis. Donc, on est logé dans un très, très, très grand bâtiment. Donc, un secte n'aurait pas pu faire ça. Généralement, un secte, c'est quelque chose qui fonctionne. On ne sait même pas où cela se trouve, D'accord. qui est membre. Donc, ce sont des choses qui se font vraiment de manière clandestine. Si Mais je, ça, c'est très si je puis me différent. permettre, bon, le mot secte n'est pas toujours péjoratif, hein. Le mot secte, sectuaire n'est pas toujours péjoratif, heureusement. Mais pour toi qui es scientologue, une secte, c'est un peu comme une mafia au final. Oui, c'est pourquoi on s'évite d'utiliser ces concepts parce que c'est pas ça l'idée. On est une religion. Ouais. Donc, on est reconnu Reconnu, aux voilà. États-Unis et dans beaucoup d'autres pays comme une religion et une religion qui a dans son sein a plusieurs embranchements. Par Mm. exemple, il y a un programme humanitaire au sein de la scientologie qui s'appelle le ministre volontaire. Mhm. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait au sein de la scientologie comme activité. Donc, d'où ça ne pourrait pas se résumer à un secte et le terme secte, c'est vraiment inapproprié pour qualifier la scientologie, pas d'après ce qu'on dit, mais pas parce que moi je suis fanatique, non, c'est pas ça l'idée, mais c'est parce que je l'ai vécu, je fais partie, j'étudie, je découvre et je vois que la scientologie c'est quelque chose de très extraordinaire et qui s'est donné une vision et une mission vraiment extraordinaire. Ouais. Là, on est vraiment sur une religion comme au final le catholicisme ou toutes les autres religions. Mais juste une question, euh, est-ce que c'est une religion qui se fait sous forme de prière, sous forme de thérapie, sous forme de psychologie, sous forme de compréhension de l'univers? Comment s'effectue le culte? Moi, je dirais avant tout que c'est une religion qui s'exerce par l'étude. Mhm. Donc c'est pas du genre traditionnel, c'est une religion vraiment nouvelle avec des habitudes totalement nouvelles. Certes, il y a un culte du dimanche qu'on organise et donc mais c'est pas traditionnellement comme on vient chanter, prier, non, même dans le culte du dimanche, on vient étudier. Donc on vient étudier des concepts parce que pour nous autres se rapprocher
de l'infini, de Dieu, que nous appelons la huitième dynamique. Donc, je viens de te parler environ de 4 dynamiques précédentes. Donc, il y a jusqu'à 10 dynamiques. Mais là, si je commence à développer, il va vraiment avoir un problème de masse. Les gens ne vont pas vraiment comprendre ce que je vais dire parce qu'il y a tout un ensemble de données qu'il fallait avoir bien avant que je rentre dans ça. Mais quand on parle de Dieu, par exemple, qui est un concept de huitième dynamique, qui est l'infini, donc qui est un sujet qui est vraiment inaccessible à l'intelligence humaine là dans le plan d'évolution que nous sommes en ce moment. Donc, pour vraiment se rapprocher de cette huitième dynamique, il faut vraiment se connaître. Et il y a une pensée qui dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, la religion, la vraie religion, bien la meilleure religion, d'après moi, ça aurait été une religion qui aide l'homme à acquérir des connaissances. C'est pas du genre on te dit des choses et puis on valide sous forme parce que on fait référence à une autorité qui nous l'a imposé, mais c'est parce que ça vous ouvre un champ de connaissances infini où un scientologue, s'il n'est pas bien orienté, il n'est pas bien guidé par un professionnel, un expert pour lui dire quand tu rentres ici, voici la ligne que tu dois suivre dépendamment de tes velléités, de qui tu es, de tes objectifs, tu peux te perdre tellement il y a de choses à savoir. Donc, et je pense que c'est peut-être ça qui fait peur à d'autres personnes parce que autant qu'on augmente son savoir, c'est autant qu'on augmente sa liberté. Autant qu'on augmente son savoir, c'est autant qu'on augmente son champ de lumière. Donc, et la lumière et la liberté, ça fait peur à beaucoup de personnes sur Terre. Ouais. Non, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que comprendre l'univers, comprendre le monde, son fonctionnement, parce qu'il y a le bien, il y a le mal, c'est ce qui fait l'équilibre du monde. Et il faut toujours tout rééquilibrer, c'est important. Bah, ça peut faire peur, effectivement. Voilà. Bah, je te remercie, Gabriel. Merci beaucoup, merci beaucoup. Sylvain, on revient à toi. Hein? Monsieur On t'a pas Barret. beaucoup entendu. Alors, Sylvain, toi qui chantes, toi qui rappes, Ouais. est-ce que tu aimerais faire un petit freestyle en direct pour les spectateurs qui nous regardent, qui te regardent? Ouais, je peux faire pour le son dont je suis en train de parler, le son qui Oui. va sortir le 27. 27 octobre? Ouais, le 27 octobre. À Yanaï. Là, Ça veut dire quoi? toi et moi. Toi et C'est en moi. anglais, En ouais. quelle langue? En anglais. À Yanaï. Aïnaï. Ouais. Ah, j'avais pas compris. Après, il faut dire, Tu parles une autre langue, c'est un petit accent. Tu parles une Ouais, autre langue. Oui. Après, il C'est faut dire quoi? en fait que c'est mes influences un peu jamaïcaines, D'accord. ouais, Ok, et d'accord. reggae qui m'ont poussé à avoir cet titre. Mais comme c'est une musique qu'on ne fait pas n'importe comment, le reggae, et je me suis tourné vers le rap. Ouais. Comme Mais Buju sinon, Banton, par ouais, exemple, oui. je suis beaucoup plus influencé par le reggae. Est-ce que tu as besoin d'une instru? Même pas. Même pas? A cappella? Ouais, a cappella. C'est 8 mesures, donc c'est pas trop long. Ça fait assieds-toi, prends une bière, écoute ma supplication et ma prière. Voici mon cœur, pompe mon sang, dompte la bête sans compter le temps. Mauvais garçon, je le suis, je l'assume. T'es la bonne femme, je te suis, je t'assure. Je n'ai pas peur, c'était Dalila. C'est toi ma reine, ma Al-Qaïda. Super. Bravo, Ouais. Ça y bravo. est? D'accord, ok, C'est 8 c'était mesures, c'est très... pas long. Ouais, En ok. fait, nous sommes allés sur 8 mesures pour ne pas faire trop long, en fait. Pour que ça passe en radio et pour que la personne qui nous écoute comprenne le message, en fait, qui est véhiculé. Parce que bon, à l'époque, c'était 16 mesures, faut croire, ou là, c'est 2 mesures de 8 mesures fois 2 avec le refrain. Ça fait l'affaire. C'est pas mal, hein. Ouais. C'est pas mal. Et question du choix de tes instrus, c'est toi qui les composes toi-même, c'est toi qui... Est-ce que t'as tout un cadre autour de toi ou c'est toi qui fais tout J'ai seul? toute une équipe autour de moi, D'accord. dont la personne qui j'ai ma direction artistique, Thébo, tonton Thébo. Il vit entre la France et le Cameroun, mais là présentement il est au Cameroun. C'est lui qui compose la majorité des instruments et tout c'est comme je vous disais en début d'émission, tout est joué en live. Comme je me rapproche beaucoup de tout ce qui est naturel, dont je préfère faire des choses normalement. En fait, pour moi, j'estime que voilà, faire des instruments en live, c'est pousser l'artiste que je suis à aller au-delà de ses capacités, quoi. C'est bien. Ouais.
C'est bien ce que tu fais. Est-ce que tu as des projets de clips? Combien de clips as-tu réalisé, Sylvain? Et déjà, Oula. quel est ton nom d'artiste, Sylvain? Mon nom d'artiste, c'est Monsieur Marga. D'accord. C'est mon nom en moi, en fait. C'est Ton mon vrai nom. propre nom, c'est mon vrai nom. À l'époque, c'était Icos. Et plus tu grandissais, plus tu comprends que voilà, il faut à un moment donné que tu retournes aux racines et que tu portes ton propre nom, en fait. Il y a beaucoup d'artistes qui portent leur nom. Je me suis dit pourquoi ne pas moi, et c'est comme ça que c'est parti avec Monsieur Marga. C'est Mm. pour ça que je m'appelle Monsieur Marga, mais en fait. Est-ce que tu as un réseau social à donner aux spectateurs qui nous regardent? Ouais, tous mes réseaux, c'est Monsieur Marga, donc M-R, Marga, c'est M-B-A-R-G-A. Que ça soit Facebook, TikTok ou Instagram, ou alors X. D'accord. Merci, Sylvain. Merde. Ruben, C'est moi-même. notre manager. En Alors, chère relance, dis-moi. est-ce que tu as des projets qui arrivent auxquels tu voudrais parler aux spectateurs qui nous regardent? Des projets, oui, j'en ai, mais concernant dans la photographie. Mhm. Donc là, actuellement, là, je suis en pleine production de 3 modèles photo avec mon équipe. Donc, j'ai pas trop D'accord. développé le projet en question. Et dans le domaine musical, oui, oui, bien sûr, il y a énormément de clips à venir, énormément de choses à venir. Donc, je laisse la surprise. Très bien. Gabriel, Oui. est-ce que tu as des projets à nous parler, que ce soit pour des soirées, que ce soit pour la scientologie en elle-même ou autre? Oui, j'ai tout plein de projets, mais je vais me concentrer sur plutôt deux. Bon, étant donné qu'on a lancé samedi dernier l'association de l'amitié franco-haïtienne, c'est le premier sujet. Donc, on est sur le point là de développer disons, une structure où on peut vraiment canaliser des liens binationaux entre la France et Haïti. Et quand on dit la France et Haïti, il faut se rappeler qu'il y a un long passé colonial parce que la France était une ancienne colonie française, donc qui a créé une tension parce que c'est un pays, Haïti, qui était appelé Saint-Domingue à l'époque, qui a pris son indépendance par les armes. Donc, cette indépendance prise par les armes a créé une situation de tension pendant de nombreuses années entre Haïti et la France. Et jusqu'à 1825, c'était le 17 avril 1825, où il y avait eu le roi Charles X qui, par une ordonnance, avait reconnu l'indépendance d'Haïti, mais en contrepartie, avait aussi imposé une forte somme de reconnaissance. C'était environ 150 millions de francs or à l'époque, donc qu'on a jugé et qui est rationnellement l'une des causes qui a fait que Haïti a trébuché pendant ses débuts en tant que jeune pays et avoir une lourde dette de 150 millions d'or francs à l'époque. Donc, ça a ralenti le pays. Et on a jugé que cette dette est injuste, exige une certaine réparation en ce moment. Donc, même après 200 ans, parce que le 17 avril dernier a fait environ 200 ans depuis que cela s'était passé, 1825-2025, mais on reste encore à débattre cette question de dette de l'indépendance. Donc, je pense qu'en parallèle, on peut utiliser un moyen beaucoup plus positif pour se ramener vers cette réparation. Parce que je vois que on se sort certaines fois et assez souvent de la généralité parce qu'on dit que la foule n'a pas toujours raison. Oui, le sujet est noble, mais est-ce que les moyens utilisés sont assez efficaces? Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de colonie et de métropole, on est plutôt dans une situation de deux pays souverains et qui ont un passé, qui ont une histoire environ de 400 ans d'histoire en commun et qui aujourd'hui ont des rapports diplomatiques. Étant donné que moi, je suis diplomate, juriste et communicateur de formation, cela me porte à voir le sujet sous un triple volet. Donc, il faut le faire par la diplomatie. Donc, il faut que les deux pays s'assoient autour d'un ensemble de négociations. Oui, Pardon, oui, oui, pardonne-moi, Gabriel. oui, oui. On a oublié de parler de ta profession de juriste. Ah oui, On a bon, oublié. Pardon, je viens. excuse-moi. Oui, oui, On bon, reste on termine sur la scientologie et on reprend sur. oui, oui, on Ouais. reviendra sur tout ça, exactement. Excuse-moi, pardon. Mais là, ce que je veux dire, c'est que il faudrait qu'on fasse la chose dans les négociations. Donc, on voit ensemble en deux pays souverains. D'une part, il y a eu
des choses qui se sont passées dans l'histoire. Comme disait Paul Kagame, l'histoire est têtue, les faits sont là. Mais arrivé à un certain moment, il faut être réaliste. Il faut regarder la réalité et se dire, voici comment on va faire. Donc, c'est pourquoi on se dit que c'est pas une guerre qu'il faut aujourd'hui entre Haïti et la France, mais c'est plutôt un rapprochement parce qu'on a aussi beaucoup de choses en commun. On a la langue en commun, on a l'histoire en commun, on a la culture en commun, donc la littérature en commun. Donc, on se dit, et il y a aussi la diaspora haïtienne. Donc, Qu'est-ce que c'est la diaspora? la diaspora, donc, c'est la communauté haïtienne qui vit ici en France. Donc, D'accord. des gens, des immigrés qui ont laissé Haïti et se sont établis en France. Donc, je crois que en France, c'est l'un des pays où on a la plus forte de communauté, et de la diaspora. Après les États-Unis, par exemple, la République dominicaine, le Canada, le Chili, mais la France, c'est un pays où il y a beaucoup d'Haïtiens qui y vivent. Donc, on a tout ça en commun. On a une ambassade ici en France, on a un consulat général ici en France. Donc, on se dit là, en plein 21e siècle, à un moment où le monde est si agité par des guerres un peu partout, je ne crois pas que c'est le moment, nous autres, de soulever une guerre. Même si on défend une cause noble, on cherche un moyen beaucoup plus diplomatique, un moyen beaucoup plus souple, donc ce qu'on appelle plutôt le soft power. D'accord. Pardon de t'avoir interrompu. Maintenant, Gabriel, est-ce qu'on peut venir intervenir sur ta profession de juriste? Depuis combien de temps tu es juriste? Je le suis depuis 2016 où j'ai soutenu mon mémoire d'études, de fin d'études. Et puis ensuite, j'ai terminé, bon, je faisais 2 études en parallèle, le droit et la diplomatie. D'accord. Et depuis 2018, je suis aussi diplômé en relations internationales et diplomatie à l'Académie nationale diplomatique et consulaire qui est en Haïti. Ensuite, j'ai fait des études avancées en communication, D'accord. dont je suis un expert en communication stratégique. Et Combien de masters tu as? non, j'ai une expertise en la matière, c'est-à-dire j'ai fait des études d'expert depuis l'Institut français et en passant par l'Espagne avec des études surtout en Espagne à l'Universidad del País Vasco, à l'Universidad Camilo Cesela. Donc j'ai entamé une étude en GovTech, gouvernement et technologie, donc qui me donne une connaissance plutôt stratégique de la question de communication. Et ensuite, j'ai une compagnie de communication. Donc, depuis des années, je me suis lancé à fond dans ce domaine de communication stratégique, question et comment gérer le branding d'une personnalité publique ou bien le branding et d'une institution, institution publique ou privée. Donc, je fais tout ça. Et depuis, on a réalisé pas mal de contrats avec tantôt des personnes, des personnalités publiques, des personnalités politiques aussi. Parce qu'on artistes aussi? Pas trop des artistes, mais mon public cible, c'était plutôt parce que, étant donné que j'ai étudié des domaines qui s'orientent plutôt vers l'État, diplomatie, droit, et je suis aussi fonctionnaire de l'État, donc mon public cible était plutôt orienté vers des personnalités politiques et aussi vers des institutions publiques à qui on fournit des services, des institutions privées, et peut-être qu'il va falloir que je m'oriente plutôt vers les artistes. Et les artistes, ils demandent une autre forme de communication qui est plutôt dans la promotion, le marketing, le showbiz, tout ça. Mais la communication que je fais, c'est plutôt une communication stratégique et politique. Parce que un homme politique, une personnalité politique, il a une manière de communiquer qui n'est pas trop marketing, mais qui est plutôt stratégique, parce que c'est une communication qui a pour finalité la politique. C'est ça. Merci. Pour avoir plus de lecteurs, quoi. Lecteurs du genre? Pour avoir des gens qui vont... Exactement. Et aussi, c'est pas pour avoir des fans, pour créer des événements, mais c'est plutôt pour avoir de l'influence et que les gens puissent avoir de la sympathie pour eux et appuyer leur cause. Donc, c'est un peu cette nuance entre les deux types de communication. Merci à toi, Gabriel, d'avoir répondu à mes questions et d'avoir fait le déplacement pour l'émission. Oui, on parlait aussi de projets. Donc là, j'étais sur l'amitié franco-haïtienne. Mais entre autres, nous sommes en train aussi de développer une très grande relation avec le programme de ministre volontaire de Scientologie. Et j'ai effleuré tout à l'heure, c'est le programme humanitaire de l'Église de Scientologie
qui avait déjà posé des actions concrètes en Haïti. C'était en 2010 lorsque un séisme dévastateur nous avait frappé. C'était le 2 janvier Mais ça fait longtemps 2010. maintenant, Oui, hein. bien Ouais. sûr. Ça fait plus de 15 ans. 15 ans. 15 ans. Et puis à ce moment-là, les ministres volontaires, ils étaient en Haïti, ils ont intervenu en apportant de l'aide et de l'aide humanitaire, de l'assistance médicale, tout ça. Et ensuite, en 2016, ils ont aussi intervenu, c'était après le passage d'un cyclone. Et là maintenant, j'ai compris la nécessité, surtout en ce moment, il y a vraiment une crise humanitaire en Haïti, surtout avec une crise politique, une crise sécuritaire. Donc, on a une population qui est vraiment victime du phénomène de gang armé qui prend des quartiers, les gens sont obligés de laisser chez eux. Donc là, on se dit que c'est le moment idéal de relancer le mouvement de ministres volontaires. Tu y étais à ce séisme, Gabriel? Oui, j'étais là en Tu y étais? Haïti, Ouais, oui. tu as survécu? Oui, j'ai Oui, survécu. pardon. Bien sûr, mais c'est vrai. C'est qu'il a survécu. Oui, non, je Non, comprends mais l'idée, excuse-moi, pardon. Psychologiquement, je parle. oui, je Mais c'est vrai comprends. que, C'est comme si tu veux dire, tu vois que j'ai survécu, mais est-ce que j'étais, par exemple, dans une zone qui était vraiment, c'était un tsunami, c'était quoi? non, c'était un tremblement de terre. Un Donc, tremblement de c'était un terre. tremblement de terre. Savoir que un tremblement de terre, c'est l'échelle de Richter, pardon, c'est tout ça. Ça peut causer un tremblement de terre peut causer un tsunami et peut causer beaucoup d'autres choses. Et c'est des cas extrêmement compliqués pour récupérer les corps, voilà, ramasser les gens. Il y a beaucoup Exactement. de pandémies, d'épidémies qui se Qui viennent déclenchent. après, oui. Et c'est vrai que depuis ce séisme, on n'a pas beaucoup entendu parler d'Haïti et ça fait plaisir d'avoir une personne qui a survécu, qui est présente Super. avec nous Oui, aujourd'hui oui, merci pour beaucoup. pouvoir raconter les conditions compliquées Oui, lors oui. de ces Oui, c'était catastrophes vraiment grave. climatiques. Oui, c'était environ 200 000 morts, c'était environ 300 000 blessés. Donc, c'était un phénomène naturel qui avait mobilisé toute la communauté internationale sur le cas d'Haïti. Malheureusement, c'est dans ces circonstances-là qu'on met Haïti sur les projecteurs internationaux. Et moi, c'est pourquoi moi, en tant que jeune et surtout en tant qu'internationaliste, je me suis dit qu'il y a un travail à faire. Il faut vendre Haïti d'une autre manière parce qu'il n'y a pas que des choses négatives. Il y a beaucoup de choses Tu as positives. perdu des proches lors de ces séismes, de Euh, ce tremblement de terre, pardon. Heureusement, j'ai pas perdu des membres de ma famille, mais j'ai perdu des amis. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que moi, j'étais vraiment j'étais à Port-au-Prince, j'étais dans la capitale qui était le plus frappé par le séisme. Et moi, ce qui s'est passé, c'était le fait de venir en aide à beaucoup de personnes. Parce que moi, j'avais même pas une petite égratignure. J'étais sorti vraiment sain et sauf. Mais il y avait tellement de gens qui étaient sous les décombres qu'il fallait sortir sous ces décombres, tellement de blessés, des gens qui souffrent et puis on n'avait pas les moyens de venir en aide. Donc c'était vraiment stressant, c'était catastrophique. Mais heureusement, il y avait une alerte mondiale qui était lancée sur Haïti et on avait reçu beaucoup d'aide et parmi lesquelles le programme de ministres volontaires que là maintenant je suis un représentant en Haïti et je suis en train de redonner vie à cette structure en Haïti afin de pouvoir venir en aide et sur trois aspects parce que l'aide des ministres volontaires se donne sous trois aspects. Il y a la formation. Donc pour devenir ministre volontaire, on peut suivre des formations en ligne et gratuites sur le site des ministres volontaires et on vous génère un certificat après. Il y a 19 domaines de compétences qu'un ministre volontaire peut apprendre et maîtriser dans la vie et qui touchent des domaines transversaux, donc qui touchent de la psychologie, de l'étude jusqu'à la santé, jusqu'à l'assistance et médicale, sanitaire, tout ça. Et puis, Pardon oui. de t'interrompre, parce qu'on va devoir bientôt couper l'émission. Oui, oui. Tu estimes que vous avez bien été prise en charge par au final, nationalement, internationalement, tu estimes que vous avez bien été aidé? Après le tremblement de terre? Ouais. Dans un premier temps, sur l'immédiat et sur Ça prend du temps, l'urgence, hein. on a été aidé parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions.
Mais je peux dire sincèrement que sur le long terme, Oui, ça n'a pas donné les résultats escomptés parce qu'il y a tout un ensemble de promesses qui ont été faites, de promesses de reconstruction, de restructuration qui n'ont pas été respectées. Je ne condamne pas, entre guillemets, la communauté internationale ou bien ceux qui ont eu la volonté de nous aider, mais je crois aussi que le problème était aussi interne suite à problème de bonne gouvernance dans le pays, problème de corruption qui ont fait que beaucoup de fonds qui ont été alloués à la reconstruction d'Haïti ont été détournés ouais. et n'ont pas Ah, atterri. d'accord. Oui, D'accord. oui, Ah oui, oui, d'accord. c'est Ça, ça c'est le encore, problème majeur. ouais. Alors, je vais te couper. Je te remercie quand même, Oui, oui, Gabriel, pour merci ton beaucoup, témoignage merci et beaucoup, ton merci, parcours et ton merci. vécu. Et on te Et remercie d'être présent je vais te sur le dire plateau. une chose, c'est que ce vendredi qui sera 24, on organise un séminaire pour présenter le programme de ministre volontaire et comment quelqu'un peut devenir ministre volontaire et quelle est D'accord. votre utilité comme activité humanitaire dans le monde. Merci. Merci à toi, Gabriel, d'être venu témoigner. Alors, Ruben, est-ce que tu aimerais nous parler d'autre chose ou bien nous laisser ton réseau social pour les spectateurs ton réseau social, pardon, pour les spectateurs qui nous regardent? Alors mon réseau sur Instagram c'est le RPBM, donc LE-8 R-8 PBM. Voilà. Tout se passera là-bas et je vous invite à être à l'affût. Merci, Ruben. Sylvain, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour terminer? Avec passion d'attendre le 27 pour la Ouais. sortie de mon morceau Ayanaï. Comme je le disais, je me suis confié là-dedans et j'invite tout le monde à aller streamer quoi, le 27. Très bien. Merci. Bon, alors, Sylvain, Gabriel, Ruben, je vous remercie de vous être déplacés pour mon Merci émission à toi aujourd'hui. aussi. Merci à toi. Merci à toi aussi. Et à la semaine prochaine. À la Merci. semaine prochaine.